Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me strong. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cette 4ème journée de Barclays League. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces clubs, ça faisait à peu près un mois avec la trêve, avec les matchs de sélection. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour des clubs. On va faire un petit débrief, un peu comme j'avais fait pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde non, pour la première trêve. Je vais revenir sur les 5 points qui m'ont paru les plus importants. Voilà, j'ai un peu raccourci le concept parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps en fait à préparer. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on est tout de suite parti avec le premier point. On va parler de Rennes. Rennes qui s'imprègne de ce championnat. Voilà, ils viennent de gagner 2-1 face aux Wolves dans cette 4ème journée, avec notamment des buts de Benjamin Bourigeaud et des buts de Martin Terrier sur des passes D de Sébastien Haller, pourtant plus habitué à marquer qu'à délivrer des passes décisives, et sur une passe D encore de Mathis Lambourde. Arthur Cabral finira quand même homme du match selon les autorités, les instances de Barclays League, sur une passe D du japonais Shoja Nakajima. Donc voilà, c'est un match assez serré, mais finalement c'est Rennes qui l'emporte. Rennes qui sont sur une très très belle série quand même, ils sont sur 4 matchs, 4 victoires en championnat. C'est une grande réussite pour Matteo Genesio, avec son nouveau club tout simplement, le Stade Rennais, qui est de plus en plus solide. Et pourtant c'est toujours la même compo depuis le départ. Je crois pas qu'il ait fait de grandes modifications dans ce match. Matteo Genesio, en tout cas c'est encore un 4-3-3 avec une pointe basse, avec Milan Vané va être titulaire sur le côté droit alors que ça devait être Amari Traoré. C'est le seul changement qui a été opéré par le Stade Rennais. Et les Wolves qui sont sur un début de saison en demi-teinte, qui retestent son 4-2-4 qui avait pourtant très bien réussi en début de saison 1. Malheureusement ça n'a pas suffi contre cette équipe rennaise. Je vais retenir le top parce que c'est le retour des tops évidemment. On va revenir le top. Pour moi c'est Benjamin Bourigeaud qui a été franchement fabuleux du côté de Rennes. Son ouverture du score a fait beaucoup de bien, et tout ce qu'il a fait sur le terrain a été franchement très très bien fait. Je vais aussi retenir le travail entre les deux, Martin Terrier et Sébastien Haller, qui permet aux Rennais d'accroître l'écart. Je mettrai aussi Lambourde en top, mais c'est un super sub, donc il n'est pas affiché là. Mais faut retenir que Mathis Lambourde, il a que 17 ans. Il est déjà pisté par Paulin Pastigno pour la prochaine sélection en équipe de France. Attention à Mathis Lambourde qui peut être la prochaine sensation du côté de la Barclays League. Je vais mettre en flop Jérémy Doku qui ne s'impose pas du tout du côté de Rennes. Léonidas ne s'en mord les doigts. Il aurait fait beaucoup de bien à la Belgique, mais pareil, il n'a pas fait grand chose lors de cette trêve internationale. Attention à Jérémy Doku, attention à ne pas perdre sa place. Et enfin, du côté des Wolves, Arthur Cabral a vraiment fait un bon match, mais ça n'a pas suffi pour gagner ou au moins faire match nul. Moi, je vais retenir la mauvaise performance de Rafael Guerreiro, qui continue pour moi ses mauvaises performances avec cette équipe de Wolves. Il est pourtant le joueur le plus expérimenté de cette équipe, mais il n'a toujours pas réussi à s'imposer. Et attention à lui, parce que Ait Nouri fait beaucoup de mal quand même sur le banc.
Même si là, même si Aït Nouri vient de se faire éliminer de la CAN, Karim, on t'embrasse. Mais clairement, attention à lui sur cette composition. On va aller revoir les buts parce que oui, c'est une nouveauté. On va aller revoir les buts tranquillement parce que oui, j'ai un nouveau PC donc je peux voir les buts. Donc là, on va revoir la combinaison entre Haller et Bourigeaud qui est vraiment une superbe finition. On peut voir la Martin Terrier qui décale, qui fait des gris-gris avec Sébastien Haller et ensuite qu'il donne à Bourigeaud en numéro 9, au point de pénalty, qui n'a qu'à frapper, qui n'a qu'à marquer. C'est très bien fait, Benjamin Bourigeaud, le capitaine de cette équipe rennaise qui vient marquer. On peut voir l'égalisation du côté des Wolves avec Arthur Cabral. Shoja Nakajima qui voit très bien Arthur Cabral en surface de réparation tel un numéro 9. Il a trouvé le bon espace. Là, c'est Hiroki Ito, fautif sur cette action, il me semble. Parce que, regardez, si on retourne là, regardez, c'est qui s'arrête. Là, on a Junya Ito ici, et regardez ce qu'il fait. Regardez, là, il va bouger de sa place, et là, ça laisse totalement l'espace libre pour Arthur Cabral qui peut finir. Attention à Hiroki Ito, attention à revenir bien après la sélection quand même, parce que faut pas se reposer sur ses lauriers en fait. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Pickford n'est pas non plus exemple de tout reproche, faut dire. Et enfin, du coup, le but qui vient délivrer, là c'est Mathis Lambourde sur le côté droit qui vient déborder, qui vient centrer au second poteau pour Martin Terrier. Cette finition est franchement remarquable, tel un numéro 9, il nous a pas montré ça en équipe de France, mais en tout cas, ça combine bien avec Mathis Lambourde qui fait un superbe lob, et là il a plus qu'à finir de l'intérieur du pied. Petit filet, qui vient tromper Diogo Costa. Terrier qui vient célébrer, et ça fait 2 buts à 1 pour le Stade Rennais qui vient s'imposer dans ce championnat 2 comme l'une des équipes à faire le plus attention. Allez, on va passer au numéro 4, je vais parler de la très très bonne performance de Genk. C'est vrai que c'est qu'un match nul, mais on aura vu du très très bon jeu du côté des hommes de Lautaro Passinho, le frère de Paulin, le cousin il me semble plutôt. Et voilà, le début partout contre le RB Salzbourg en finale qui a fini finaliste de play-off quand même, il faut le rappeler. Cette équipe de Genk a franchement montré de très très bonnes choses. Ils ont marqué l'ouverture du score avec Skovolsen, que je mets en évidence parce que franchement pour moi c'est l'homme du match. Le jeu aussi est reconnu comme l'homme du match. Okafor et Adamou a mis une grosse clim du côté de Genk, du CGK Arena. Salzbourg menait 2-1 une bonne partie du match alors qu'il dominait pas forcément. C'était Genk qui faisait de très bonnes performances. Prestiani a réussi quand même à sauver Genk du vol de Salzbourg clairement. Et de partout, pour moi, c'est pas immérité non plus, parce que Salzbourg a eu quand même les occasions pour marquer. Un problème peut-être défensif du côté de Genk, peut-être un problème au niveau du gardien. Voilà, en tout cas, c'est un très grand match. On va pouvoir voir les compositions. Moi, ce que je vais retenir en top du côté de Salzbourg, déjà, j'ai l'impression de le dire toutes les semaines, mais c'est ce trio offensif-là. Qui est encore décisif, et même Batshuayi n'a pas été exceptionnel. Je vais surtout retenir Okafor et Adamou qui ont été très bons dans la combinaison les deux, et je vais retenir aussi Sergi Darder qui c'est vrai a eu du mal en début de saison, mais là qui revient bien Sergi Darder franchement. L'espagnol SD évidemment de ses initiales, qui revient très très bien et qui va pouvoir peut-être montrer ce qu'il vaut vraiment. Et peut-être un petit flop, cette défense, le trident défensif Solé, Brozovic et Wu, qui n'a pas semblé être décisif face aux attaques de Genk. Donc attention à eux. Je mets une petite mise en garde. Du côté de Genk, les joueurs que je vais retenir sont... qui je vais retenir? Parce que pour moi, je retiens plus l'équipe qu'un joueur en particulier. Je vais retenir évidemment Skovolsen, qui est pour moi l'homme du match, celui qui s'est démarqué le plus dans cette position d'attaquant dans une attaque à deux.
il est vraiment bien, ça lui correspond vraiment bien à Scovelsen, et il a très bien combiné avec Ellie Sims. Donc franchement, je dis bravo à Paulo Pastigno qui a réussi à trouver la solution entre les deux. Ça fait très plaisir à voir. En flop, du coup, vous l'aurez compris, je mets Dimitri Berthaud, qui pour moi n'est pas exemple de trop proche sur les deux buts, on va aller les revoir bien sûr. Et enfin, en top, je mettrai quand même ce tandem au milieu de terrain qui pour moi a bouffé le milieu de terrain quand même de Salzbourg. On a plus vu Faravelli, Jason Fernandez que Kudus Brozovic par exemple. Darder, c'est vrai qu'on l'a plus vu, mais Kudus Brozovic on les a pas vus alors que Faravelli et Jason Fernandez ont été vraiment très bons. Donc voilà les joueurs que j'ai à retenir. On va aller revoir les buts. Tranquillement, on peut voir que Salzbourg a quand même dominé niveau tir. Je le voyais pas comme ça, franchement, je voyais plus une légère avance pour Genk. En tout cas, là, on revoit le très bon appel de Scovelsen, la très bonne passe, je crois, de Karetsas pour Scovelsen avec Ellie Sims qui combine dans la surface de réparation. On peut voir qu'Oumar-Solé est complètement sorti de l'occasion. Et du coup, Scovelsen n'a plus qu'à finir. Très bonne finition d'Andreas Scovelsen, à vrai dire, il n'y a rien à dire. Allez, on va revoir le but de Noah Okafor si je veut bien, si moi du passé veut bien. Voilà, on est bon. Avec du coup Okafor qui va pouvoir voir Sergi Darder et du coup qui va pouvoir refinir grâce à une très belle déviation de Sergi Darder. Je trouve cette occasion vraiment très bien jouée. Attention avec Bouekwasi là qui se fait prendre de court par Okafor, il ne s'attendait pas à ce tir. Il faut qu'il réagisse mieux sur ce but quand même avec Bouekwasi. On va revoir le but du 2-1 de Junior Adamou. Kudus sur le côté droit qui déborde. On connaît sa vitesse avec Junior Adamou du coup qui va pouvoir frapper. Voilà, Berthaud n'a pas assez la main ferme, là c'est totalement de la faute du gardien franco-congolais. Clairement il doit faire bien mieux. Et enfin le but de Gianluca Prestiani plein de hargne sur cette très belle déviation de Mike Trésor pour Scovelsen dans la surface de réparation qui va pouvoir le donner à Prestiani. C'est très très bien joué. Là la défense est vraiment aux abois. Là, il peut clairement finir tranquillement Prestiani. Et du coup ça fait 2 buts partout entre Genk et Salzbourg. Allez, on va parler de Leeds qui est peut-être de retour sur le droit chemin. Ils viennent de gagner 1-0 face au Celtic Glasgow. Celtic Glasgow en difficulté dans ce début de saison. On va parler de Leeds aujourd'hui. Leeds qui a gagné 1-0 grâce à un but tardif de Scamacca. Le Celtic a très bien réussi à contenir défensivement tout le long du match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. L'attaque en a décidé autrement du côté du Celtic et c'est bien Leeds qui réussit à gagner ce match et ce n'est pas du tout un vol. Clairement, ils ont dominé le match. Je vais retenir quand même le top de Hanchko avant de parler de Leeds parce que Hanchko, son début de saison est vraiment incroyable. Un joueur inattendu du côté du Celtic Glasgow, mais finalement qui est vraiment le joueur décisif de ce début de saison. Sans lui, le Celtic serait dernier de son championnat, clairement. Du coup, pour Leeds, on peut voir quand même une composition audacieuse, le retour du 4-3-1-2. Sacha Boey au milieu de terrain, qui a été incroyable. J'ai pas peur des mots. Sacha Boey, vraiment, je le mets dans mes tops. Je le mets vraiment dans mes tops parce que normalement, on l'attend pas à ce niveau, à ce poste-là. Et clairement, il a été très très fort. Je vais aussi retenir Alexis McAllister qui roule sur l'eau depuis qu'il est arrivé à Leeds. Clairement, c'est un joueur destiné pour jouer à Leeds. Il comprend tout, il est trop fort. Voilà. Clairement le meilleur joueur du début de saison de Leeds. Je peux pas dire les mots. Ah, quoique il y a un homme sur le côté gauche qui s'appelle Sam Greenwood qui, face à Kyogo et Johnstone, il n'a pas eu peur. Il a vraiment pas eu peur, Sam Greenwood. Kyogo que je mets bien sûr en flop. Son début de saison est calamiteux. Ça me fait du mal de le dire, mais c'est le cas, donc voilà. Je suis objectif. Ensuite, je vais parler de Scamacca parce que Scamacca il met le but libérateur pour Leeds. Et franchement,
Chapeau à lui. Chapeau à lui, très belle finition. Solanke n'a pas été bon sur le match. Peut-être qu'il est meilleur en super sub. On va revoir quand même les occasions de Leeds hein. Sur ce tir par exemple de Solanke quand même. Il n'a pas été si invisible que ça, mais c'est vrai qu'Ortega fait aussi un super match. J'aurais pu le mettre aussi dans mes tops. Parce que Stéphane Ortega, on en attendait beaucoup. Pour la simple et bonne raison que c'est un gardien qui vient en tant que numéro 1 et qui vient être titulaire parce que les gardiens du Celtic n'étaient pas bons. Hein, pour voir sur cette frappe de Kefren Turam qui se détend encore parfaitement bien. Non, le Celtic tenait la route. Hein. Tenait la route jusqu'à ce but de Skamaka qui crucifie l'assise défensive du Celtic. Là, c'est une erreur peut-être de Zimmerman hein, sur son côté droit. Mais clairement, là, c'est dur de trouver ce trou et Christopher Ayer n'est pas non plus tout reproche. Skamaka n'a plus qu'à la mettre au fond. Là, c'est dur pour Ortega de faire quelque chose. En tout cas, bravo à Leeds, bravo pour cette victoire. Ça fait 1-0 pour Leeds et Leeds reprend du poil de la bête. Alors, on va parler de la Z Alkmaar maintenant. La Z n'en finit pas. Ils en finissent pas de gagner. Ils ont gagné 2-1 à l'Orange Vélodrome avec des buts de Sternal pour l'OM. Sternal qui est vraiment une révélation hein, de ce début de saison aussi. Sur un CSC de Yacine Bounou, on reverra après. Mais c'est un CSC un peu gaguesque. Et enfin, comment ne pas parler de Junior Ito, doublé contre l'OM IRL, un but avec l'AS Alkmaar. Il a les louanges de Brigitte Macron. Évidemment, Junior Ito, quel homme. Non, c'est une super prestation de l'AS Alkmaar qui, franchement, ont dominé ce match. J'ai pas peur de le dire. C'est peut-être audacieux, mais je pense pas que j'ai tort en disant ça. Parce que, en fait, ils jouaient la méta, ils jouaient le 4-2-3-1. C'est une compo méta. On l'a remarqué là, il y a plusieurs matchs. Ça se confirme encore aujourd'hui. Clairement, on va retenir Junior Ito dans ce match qui a été franchement fulgurant. Face à l'Olympique de Marseille, on sait que c'est un de ses adversaires. Je vais réussir à parler. C'est un de ses adversaires favoris. Je vais aussi retenir la prestation de Sugawara qui a été vraiment bon sur le côté droit. C'est bizarre, hein, je parle que des japonais. Franchement, je suis objectif là quand je dis ça parce que franchement, ils ont été vraiment tous les deux très forts. Sur une défense Uwe qui n'a pas été franchement bon, je mets dans mes flops Uwe et Aubameyang qui ont été. Sanchez a été meilleur qu'Aubameyang. Aubameyang a été meilleur que Sanchez, mais en fait, faut savoir que le coach adjoint a décidé de les échanger au début du match. Donc Sanchez a joué à gauche et honnêtement, il s'est fait pocket par Sugawara. Donc je mettrai Alexis Sanchez en flop aussi. Donc voilà, c'était un match assez compliqué pour l'OM. Mais faut retenir ce minot de Enzo Sternal qui a l'air vraiment d'être très très bon. Attention à lui parce qu'on pourra en entendre parler pour très longtemps dans l'histoire du RP The Champions. Allez, on va aller revoir quand même les buts. On va aller voir le premier de Enzo Sternal sur une très belle passe du numéro 9 avec la déviation pour Palignac qui voit l'appel d'Enzo Sternal qui va marquer le 1-0 pour l'OM. Là on dit que l'OM fait un très bon début de match et que franchement ils peuvent gagner ce match, mais finalement ils vont être crucifiés par leur gardien, par Yacine Bounou, que je vais mettre dans les flops d'ailleurs, parce que Yacine Bounou honnêtement il est franchement pas exempt de tout reproche. Là faut voir que cette frappe de Carlson, honnêtement elle est pas très forte, elle est pas non plus très précise. C'est clairement une erreur de Yacine Bounou, là, il aurait dû avoir beaucoup plus la main ferme. C'était un but vraiment gag, hein. Yacine Bounou, là, il doit vraiment s'en vouloir. Jonas Solin, quant à lui, fait un super match. Sûrement un match de gardien hein, pour cette victoire de l'AS Alkmaar aussi. Qui a juste à vraiment trouver Junior Ito dans la surface de manière très très juste. Les deux anciens de Reims, qui a juste pour Junior Ito, c'est vrai que je n'avais pas tilté sur le moment. Mais je trouve ça assez marrant et assez cocasse. Clairement, Junior Ito qui est peut-être le meilleur joueur de l'AS Alkmaar dans ce début de saison et pas Pavlidis. Ça joue entre les deux, mais en tout cas voilà, l'AS Alkmaar qui continue sur sa très bonne lancée. Bravo Arthur pour ce début de saison, tu le mérites. Voilà. Et enfin,
La contre-attaque KT Calcio, je trouvais que ça rendait bien le jeu de mots, j'avoue, je suis pas mécontent de moi. Alors, on va parler des deux clubs italiens parce que les clubs italiens dans ce début de saison sont vraiment bons. C'est vrai que Bologne a plus galéré, mais là ils ont réussi une très très belle victoire, une victoire de marque face au FC Porto qui n'avait pas encore perdu sur cette saison. Et là ils viennent gagner 2-1 grâce à des buts de Raspadori et de Barro, grâce à ce duo assez bon. Et Taremi a égalisé en première mi-temps, mais ça n'a pas suffi. On peut revoir un choix étonnant de la part de Gennaro Silva, le choix de Tommaso Pobega, buteur, qui a franchement fait un bon match, donc je le mets en top. Je mets en top surtout l'audace tactique de Bologne pour ce match, parce que franchement, un 3-4-2-1 qui n'a pas franchement fonctionné dans ce début de... Enfin, en première saison de RP, les compos à 3 n'ont pas été bonnes. Et là, franchement, les compos à 3, ils sont très rares sur ce début de saison. À part Saint-Pauli, peut-être. Il n'y a pas eu d'autres équipes, je crois, qui a mis une compo à 3. Et clairement, c'est peut-être la solution pour Bologne. Barro et Raspadori, j'en parle même pas. Ils ont été très très bons les deux dans la combinaison, dans l'esprit collectif. Vraiment, ils ont été très très forts. Et je vais retenir aussi le match de Emile Holm. Pour moi, il a été très décisif sur cette première mi-temps. Il a été sorti très rapidement, malheureusement, on n'a pas pu le voir plus. Mais quel match de Emile Holm. Il a dédoublé sur son côté gauche, il a réussi à prendre des ballons à Pepe, à Kunimoto, qui faisait son premier match du côté de Porto. Il n'a pas fait franchement un mauvais match. Kunimoto, il a été plutôt bon, il a même eu plusieurs occasions. Mais franchement il a été bien contenu par Emile Holm et par Alessio Romagnoli, que je mets aussi en top, qui a réussi à s'imposer dans cette défense bolognaise. Donc franchement très très bon choix tactique de Bologne. Aussi Ravaglia aussi qui a fait son match. Non, il y a beaucoup de choses à retenir du côté de Bologne, franchement ça fait plaisir, c'est mérité. Du côté de Porto, ça a été un petit peu plus mitigé. Après, ils n'ont pas fait non plus un mauvais match. Franchement, ça a été un super match, je trouve, ce Bologne-Porto. Donc on va aller revoir les buts. Le but de Giacomo Raspadori sur une perte de balle de Hatebourg qui a été sorti directement après. C'est logique. C'est logique. Voilà, donc c'est Emile Holm qui vient récupérer ce ballon. Ensuite Moussa Barro qui vient centrer pour Raspadori qui est tout seul dans la surface. Il n'est pas tout seul, mais personne vient l'attaquer et du coup il peut tirer. Et là je viens de voir que José Sa il fait rien sur l'action. Il n'a pas essayé de plonger ou quoi, vraiment stable. Ok, bon il a pas fait grand chose. On va aller revoir le but de Mehdi Taremi dans la surface de réparation. Voilà, qui trouve le très bon espace. Là, peut-être une faute d'Olisenda. Je sais pas trop. Là, ouais. C'est dur de juger. Je pense que c'est Taremi qui joue très bien le coup avec son attaquant qui vient dédoubler. Clairement, voilà, c'est très belle finition. On savait que Mehdi Taremi serait un super attaquant en Barclays League. Enfin, Raspadori, là, avec Moussa Barro, le spectacle entre les deux, il se trouve parfaitement bien. Les deux, vraiment, c'est le football. C'est le football qu'on aime voir. Voilà, la très belle finition aussi de Moussa Barro qui vient très bien finir. José Sa ne peut rien y faire. Ça fait 2-1 pour Bologne. On va aller quand même revoir un arrêt de Ravaglia, je crois. Ouais. On va aller revoir un arrêt de Ravaglia parce qu'il n'aurait pas été non plus... Parce que Ravaglia a fait un mauvais début de saison, faut le dire. Et là, après la trêve, il revient bien. Il veut peut-être être appelé avec l'Italie pour la prochaine trêve. Il veut le prouver dès maintenant. Et là, un très très bel arrêt face à ce tir de Mehdi Taremi. En tout cas, c'est un match très réussi pour Bologne qui mérite amplement cette victoire. J'ai parlé aussi de Monza parce que Monza, le début de saison, c'est juste magnifique. 4 matchs, 3 victoires, alors que c'était une équipe qui avait beaucoup de mal la dernière saison. On rappelle qu'ils ont fini 9ème quand même. Donc voilà, et c'est peut-être aussi grâce à cet homme-là, Edinson Cavani, qui est franchement exceptionnel depuis le début de saison. Peut-être aussi grâce à Gianluca Caprari qui a encore fait un triplé de passe D. Que dire. Bon, c'est vrai que c'est contre Saint-Pauli, mais c'est une victoire 4-1, une victoire de prestige. Ça fait très plaisir. Voilà, il jouait dans un 4-3-3 offensif avec un numéro 10 avec Caprari. On peut voir un milieu de terrain vraiment très solide entre Itakura et Cataldi. Patrick Churia à droite, Cavani en pointe, Caprari en 10.
Je trouve cette équipe vraiment très complète. L'équipe de Saint-Pauli n'est pas non plus à retirer parce que c'est dur. C'est dur ce début de saison. Mais je pense qu'on peut retenir des bonnes choses entre Aremou, Afolayan ou encore Shaibi. C'est loin d'être catastrophique. C'est loin d'être bon non plus. Il va falloir trouver la solution vite pour espérer de ne pas tomber dans le naufrage en fait. On va revoir quand même les buts. Parce qu'on est là quand même pour observer. On va surtout observer la performance offensive de Monza. Churia là avec Cavani qui va trouver Caprari passe à l'aveugle limite. On voit qu'ils combinent à l'entraînement, on voit qu'ils se connaissent très bien. La Caprari qui finit aussi très très bien. Est-ce que Mayer est pas exemple de tout reproche? Je pense pas. Ensuite la Caprari pour Churia, pour Caprari, pour ensuite Cavani dans la surface. Est-ce qu'il n'y aurait pas une position de hors-jeu? Je crois pas. Ah, attendez, il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu sur cette occasion, monsieur l'arbitre. Attendez, je veux juste revoir. Ah, peut-être il fait son appel au bon moment. Mais en tout cas, ça prouve que Cavani est vraiment le roi des appels, clairement. Il a déjà joué dans des équipes italiennes, il sait comment ça joue les équipes italiennes et il sait que c'est la grinta et la puissance des appels de balles qui fait tout. Edinson Cavani n'est pas mort, franchement. Très belle récupération là du milieu de terrain Cataldi qui permet ensuite à Caprari de centrer pour Cavani. C'est un but renard des surfaces, Mayer ne peut rien faire. Le but réducteur de Afolayan. Là, non, c'est quand même très bien joué. Hein. L'appui du corps pour éliminer le défenseur, c'est quand même très bien joué de la part de l'anglais. Mais bon, il y aura un 4-1, ça va rien jouer là. Le but en pivot hein, de Edinson Cavani. Clairement, avec beaucoup de réussite aussi. Caprari qui redonne à Cavani qui est en pivot. La Mayer est vraiment. Non, là, il doit faire beaucoup mieux hein, sur ce tir. Donc voilà, on aura fini de débriefer tous ces matchs. Mais du coup, on va parler niveau comptable. Et dans le championnat 1, c'est bien l'AS Alkmaar du coup qui est premier avec 4 victoires. L'AS Alkmaar qui est sur une série de ouf. Monza est deuxième. Porto, avec cette défaite contre Bologne, perd sa deuxième place et se retrouve troisième. Bologne du coup est donc neuvième. Faut qu'il remonte. Il y a le Celtic juste devant qui n'a remporté que son premier match face au PSV qui est 7ème. Ah là là, ça joue dans un mouchoir de poche, mais on le savait, hein, clairement, ce championnat 1, c'est le championnat de la mort. Hein, tout se joue dans un mouchoir de poche, même si c'est vrai qu'il y a déjà un bel écart entre le premier et le 5ème, hein, 6 points. C'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, il va falloir gagner. Et... Ouais, l'AS Alkmaar est bien parti en tout cas pour jouer les playoffs cette saison. Et dans le championnat 2, c'est bien le Stade Rennais du coup, qui est premier avec 12 points, le même nombre que l'AS Alkmaar. C'est le Stade de Reims qui est deuxième à la surprise générale. C'est vrai que j'aurais pu en parler, hein, mais c'est vrai qu'ils ont joué un Ajax qui est en très grosse difficulté. Et clairement, le Stade de Reims, le début de saison du Stade de Reims est plus qu'étonnant. Burnley est 3ème, Salzbourg 4ème, Monaco 5ème. Genk, grâce à sa victoire, grâce à son match nul, et continue à être mieux de tableau et à jouer les sous-playoffs, 6ème. Ça fait longtemps que je peux dire sous-playoffs ou les super subs. Bref. Wolverhampton qui continue son mauvais début de saison, 7ème. Le Celta Vigo 8ème et enfin l'Hajduk Split et le FC Bâle qui finit la marche. Les meilleurs buteurs donc c'est Edinson Cavani grâce à son triplé avec égalité de points avec Martin Terrier, Wilfried Zaha, Lévi Garcia, Michy Batshuayi et Enes Unal finissent la marche. Enfin dans les meilleurs passeurs on va retrouver Gianluca Caprari avec ses 2 triples passes décisives. Nicolas de la Cruz et Cucho Hernandez finiront la marche. On peut voir les autres meilleurs passeurs dans ce championnat. Voilà, donc on en a fini avec ce débrief.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été non plus trop exhaustif, j'espère non plus que j'ai pas dit des trucs qui ont servi à rien, j'espère que je vous ai appris des trucs quoi. Et donc voilà, passez une bonne journée, et puis on se retrouve dans une semaine j'imagine. Allez, tchuss!